Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce 9 juillet 2021 à Yamoussoukro à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national de formation judiciaire. Capacité d'accueil de l'Institut, 500 étudiants. Il compte 4 écoles. Le projet d'un coût de 11,4 milliards de francs CFA a été entièrement financé par le C2D. Inauguration ce vendredi du siège de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Objectif de cet institut, pérenniser les valeurs qu'incarnait l'ex-premier ministre. Le ministre des Eaux et Forêts Richard Alain Donvaï représentait le Premier ministre Patrick Hachi pour l'occasion. Il était accompagné d'Adama Bictogo et de certains membres du gouvernement. Dans le cadre du dossier Vidici de ce soir, nous regarderons du côté du CAFOP, le centre d'animation et de formation pédagogique, avec cette question en suspens. Quel système de formation pour une école de qualité? Ce sera avec notre reporter Sephora Zegui. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce 9 juillet 2021 à Yamoussoukro à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Institut national de formation judiciaire. L'Institut national de formation judiciaire va fortement contribuer au processus continu de construction d'un système judiciaire de qualité, fondé en particulier sur des personnels de justice bien formés. Alexis Ouedraogo. L'Institut national de formation judiciaire ouvre ses portes à Yamoussoukro. Construit au sein de la future cité judiciaire, l'Institut regroupe 4 grandes écoles de formation initiale et continue des magistrats et greffes de la protection judiciaire. Ce vendredi, le chef du gouvernement est venu inaugurer l'ouvrage. La capitale politique, elle, s'en réjouit. La qualité de l'appareil judiciaire d'un pays fait partie des paramètres que les grands investisseurs internationaux étudient avant de s'impliquer dans le développement de ce pays. Or, la qualité de cet appareil judiciaire dépend en très grande partie de la compétence des femmes et des hommes qui le font fonctionner. Partant, l'éducation, la formation, l'excellence sont des critères plus qu'essentiels à toutes nos sociétés et spécifiquement à notre pays qui s'est engagé résolument sur le chemin du développement humain. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire via le C2D, ce temple de la magistrature signe la force de la coopération entre ces deux pays qui préparent d'ailleurs le C2D 3. Le programme C2D Justice en Côte d'Ivoire est aujourd'hui le plus important programme de l'AFD dans le secteur de la justice dans le monde. 7 ans après son démarrage, le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures importantes. Tous ces travaux seront livrés avant la fin de l'année 2021. Les nouveaux locaux de l'Institut national de formation des études judiciaires, mais également ceux du Centre de formation continue d'Abidjan, dont la réception est prévue en octobre 2021, vont permettre de former chaque année davantage de professionnels de justice. D'un coût de réalisation de 11 milliards de francs CFA financé par le C2D, l'Institut qui se positionne déjà comme pôle de référence dans la sous-région pourra héberger plus de 300 étudiants et dispenser des cours en simultané à 650 d'entre eux, tout en contribuant bien sûr à une meilleure exécution du droit. Si la qualité de l'enseignement ne faisait l'ombre d'aucun doute, les conditions d'enseignement étaient difficiles en raison de l'inadaptation des locaux. C'est donc avec une immense joie et une légitime fierté que l'INFEJ reçoit ces nouveaux locaux qui lui permettront de parfaire la formation des acteurs judiciaires ivoiriens et de répondre aux sollicitations extérieures des pays amis. Cette inauguration s'inscrit dans un processus de renouvellement des infrastructures pour, d'une part, faciliter et améliorer l'accès des populations aux services publics de la justice et, d'autre part, permettre à la justice de mener ses missions dans de meilleures conditions. Pour le chef du gouvernement, l'Institut vient donner vie à une vision, celle du chef de l'État de renforcer le capital humain. Parce qu'il est certain que l'acte que nous posons aujourd'hui constitue un jalon majeur dans la marche de notre pays vers une justice moderne, indépendante et accessible à tous. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro sera le symbole même de notre Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire en marche, qui regarde vers l'avenir, sûre de son destin, mais pleinement consciente des marches qu'il lui faut encore franchir pour atteindre cet horizon de 2030,
dessiné par le président de la République, celui d'une Côte d'Ivoire solidaire, intègre et prospère. Patrick Achi n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, qui donne vie à des projets d'envergure dans le pays. Reportage signé Alexis Ouedraogo, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité de Côte d'Ivoire, le général Vagondo Diomandé et son homologue guinéen Condé Bourema, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ont procédé à l'installation officielle de la commission technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. En avril 2019, les chefs d'État des deux pays avaient décidé de renforcer la coopération sécuritaire entre leurs deux pays, ce qui a conduit à la réactivation de l'accord cadre signé entre les deux pays le 20 décembre 1996, témoin de cette installation officielle, Franck Quadio. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité et son homologue guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation installent le comité technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. C'est la phase pratique de la volonté des deux chefs d'État ivoiriens et guinéens de renforcer la coopération en tablant sur la sécurité aux frontières. Et l'idée de la matérialisation des deux frontières découle de la réactivation de l'accord cadre entre les deux pays signé le 20 décembre 1996. Que la commission technique mixte de matérialisation, qui sera réactivée, sera capable d'initier et de mettre en œuvre des actions conjointes, conformément aux visions de règlement pacifique des conflits, de renforcement de la paix, de la sécurité, de l'entente mutuelle, de la compréhension commune partagée et du développement harmonieux au bénéfice des deux pays. Dès lors, il est temps d'opérationnaliser la commission technique et de la doter des moyens nécessaires, de nous engager résolument à regarder et d'aller dans la même direction. Une commission technique mixte composée de membres issus des deux pays déjà au travail. Dès leur installation, une première rencontre permettra de définir la méthodologie et le plan d'action pour les prochaines années. Ainsi, le 19 février dernier, dans cette même salle, nous avons procédé à l'installation de la commission mixte paritaire de la matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes là de nouveau pour installer la commission technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. Cette dynamique, qui est à saluer, traduit la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de consolider et de raffermir les relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Cela en vue de créer un environnement global de sécurité et de paix, qui sont les préalables à la mise en œuvre de toute politique de développement socio-économique. Le général Vagondo Diomandé, au nom du Premier ministre Patrick Achi, président, cette commission a réaffirmé la volonté des deux tutelles de mener à bout la mission. Rappelons que cette matérialisation sonne comme une réponse aux défis sécuritaires liés, par exemple, aux récentes incompréhensions aux frontières ivoiro-guinéennes dans certaines localités comme Sirana et Kpeyaba. Parlons à présent de la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire, notre pays, a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020 de l'ONG Transparency International. Le pays est classé 104e sur 180 pays et territoires et le 20e en Afrique. C'est ce qu'a révélé ce vendredi le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Les autorités ivoiriennes ont saisi l'occasion pour présenter le guide de prévention et de règlement des conflits d'intérêts, outils de prévention et de lutte contre la corruption. Dingui. L'annonce de la suspension de dirigeants d'entreprises publiques pour mauvaise gouvernance présumée a fait la une des journaux, enflammé les réseaux sociaux, fait couler beaucoup de salive et révéler l'intérêt des populations pour la lutte contre ce fléau. La fraude, les pots de vin, les copinages, pour affecter les gens, pour traquer ces personnes-là qui contournent la bonne marche des choses. Ça a trop duré même d'ailleurs. Qu'est-ce qui a trop duré? Et des sanctions. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes va se poursuivre selon le gouvernement, qui a d'ailleurs renouvelé et actualisé sa volonté de mettre fin à ce fléau ce vendredi à la 5e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption à l'Hôtel Ivoire. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a annoncé la fin du sentiment général d'impunité et du phénomène des intouchables.
Ceux qui se prévalaient de ces notions de intouchable et d'impunité, eux-mêmes ont pris conscience qu'ils ne peuvent plus l'évoquer. Cette dynamique s'inspire de la volonté affichée du président de la République d'élever la lutte contre la corruption sous toutes ses formes au rang de priorité nationale et donne déjà des résultats. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés sont en prison. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés ont été suspendus. Et nous attendons le résultat des audits et le chef de l'État est intransigeant là-dessus. Après avoir salué les efforts des autorités ivoiriennes dans la lutte contre la corruption, la représentante de l'Union africaine a plaidé pour l'usage de la pédagogie et de la pression exemplaire sur le front de la lutte contre la corruption. Ici en Côte d'Ivoire, il y a une décision importante selon laquelle il fallait faire la déclaration du patrimoine en début et en fin des mandats. C'est une très bonne situation afin de rassurer nos populations. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020 de l'ONG Transparency International. Le pays est classé 104e sur 180 pays et territoires et 20e en Afrique. Un an après le rappel à Dieu de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'Institut de formation politique qui porte son nom a été inauguré ce vendredi en présence de quelques membres du gouvernement. Le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, qui représentait le Premier ministre Patrick Hachi à la cérémonie, a invité les jeunes à s'approprier les valeurs de travail, de détermination d'Amadou Gon Coulibaly. Un panel a eu lieu pour entretenir les jeunes sur la vision et les idéaux de l'ex-premier ministre Gabriel Zani. Amadou Gon Coulibaly, un homme à l'histoire politique faite de combats et de résilience. Une histoire politique qui ne doit pas prendre fin avec sa disparition. La vérité, il n'a pas laissé de vide. Il a laissé des valeurs. Et un homme ne vaut que par les valeurs qu'il incarne. Vous devez les incarner. Vous, cette génération pour laquelle il s'est battu. Un institut de formation politique porte désormais son nom. Cet institut dont les portes ont été ouvertes officiellement ce vendredi, un an après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, a l'ambition de perpétuer les valeurs qui l'ont caractérisé. Les instituts de formation sont donc des structures qui permettent de former donc des jeunes et à la clé avec donc des certificats qui leur sont donc délivrés. D'ailleurs, la plupart des enseignants qui vont enseigner ces jeunes sont soit des universitaires ou des experts reconnus dans les différents sujets. Le vice en politique, c'est l'oubli. Les principes d'Amadou Gon Coulibaly seront enseignés dans cet institut, en plus des thématiques sur l'action et la participation politique, l'économie et la compétitivité. Pour les 6 prochains mois, nous avons donc sur 3000 candidatures, 200 jeunes qui ont été sélectionnés. Et dès l'année prochaine, nous aurons 2 fois 200 jeunes qui seront sélectionnés, donc pour des formations donc de 6 mois, avec 3 niveaux de formation, une initiation qui part donc sur les notions de base, sur les différentes doctrines, idéologies. Et ensuite, nous avons un second niveau de perfectionnement qui permettra donc aux jeunes d'avoir donc des modules plus approfondis. Près de 200 étudiants par session, 41 séances reparties en 94 heures, des formateurs de haut niveau. L'IFP-AGC se met à l'air du temps pour constituer une élite politique. Nous félicitons aujourd'hui les initiateurs de cet institut, mais aussi tous ceux qui ont organisé cela pour que ce soit une réalité aujourd'hui. Et il y a déjà une première promotion qui va bientôt être formée ici et nous espérons que beaucoup d'autres jeunes viendront se former à la chose politique. Contribuer au renouvellement du débat public par la formation, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a une vocation sous-régionale et est ouvert à tous sans distinction de sensibilité ou d'obédience politique. Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre, décédé le 8 juillet de l'an dernier, hier au Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire. Dans la matinée, sa famille politique lui rendait hommage. Dans la soirée, les artistes chanteurs de Côte d'Ivoire lui ont exprimé leur reconnaissance. Et pour ces artistes, l'ex-premier ministre était un mécène qui ne ménageait aucun effort pour leur donner satisfaction. C'était en présence de membres du gouvernement. Le ministre de la Communication lui représentait la famille Gon Coulibaly. Et dans la veine de cette commémoration, d'autres spectacles se tiendront bientôt. Ahmed Traoré, Franck Quadio. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021,
Un an jour pour jour que s'en est allé. L'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la scène du palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire Sofitel célèbre sa mémoire. Amadou Gon Coulibaly, un homme d'État qui de son vivant savait revêtir les habits de la tradition, ceux du terroir, mais aussi être un mélomane avisé. Une inclinaison reconnue par tous et même par les faiseurs de musique. Amadou, c'est mon frère. Sa mort vraiment nous a surpris, nous a étonnés. Et je ne suis pas le genre à croire aux coïncidences. Et c'est vrai, c'est la volonté de Dieu. Une cérémonie hommage sur scène se succèdent plusieurs genres musicaux, ceux dans l'air du temps, le tradi moderne et même l'art oral. Cerise sur le gâteau, la vedette internationale venue du Mali, Sidiki Diabaté. Ils étaient là, venus d'horizons divers, honorer artistiquement Amadou Gon Coulibaly, AGC, et toujours dans le même élan d'hommage des proches ou des collaborateurs issus du même giron. Le seul mot que je peux dire, c'est merci. Merci à tous ces artistes qui, de façon gracieuse, ont décidé de redonner un peu à Amadou Gon ce qu'il leur a donné. Ces artistes ont voulu lui rendre hommage à leur manière parce que Amadou Gon était auprès d'eux. Il a été constant dans le soutien à ces artistes parce qu'il croyait à la culture. Et donc nous sommes honorés avec tous les collègues d'être là et de venir leur apporter aussi notre soutien. Pour leur part, les artistes n'ont pas voulu être un reste. Ils ont pris l'engagement d'honorer la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly partout où besoin se fera sentir. Pour eux, l'homme était un mécène. Voilà, et dans le fil de l'actualité, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage vient de publier les résultats des examens du CAP, BEP, BT et BP. Session 2021, cette année, les résultats donnent 62,30% au niveau national contre 82,13% l'année dernière. Notons que sur 22 394 candidats, seuls 13 951 ont obtenu le précieux sésame. Notre reporter a sillonné quelques centres d'examen à Abidjan. Franck Quadio. Proclamation des résultats des examens de l'enseignement technique session 2021. Ce vendredi, il est 14h. Aïcha et ses amis attendent avec impatience. Quelques minutes plus tard, notre candidate découvre son résultat. Elle est admise. Je suis soulagée. Enfin, oui, madame, ça marche. C'est aussi la joie chez les amis d'Aïcha. Venu en retard, Diakaridja se dirige vers le tableau d'affichage. Après avoir parcouru les différentes listes, il ne retrouve pas son nom. Ça n'a pas marché. Bon, je ne suis pas trop découragé que ça. Selon le directeur des examens, des concours de l'orientation et des bourses, Bertin Kwasi Yao, cette année, le taux de réussite est faible, contrairement à l'année dernière. Les examens de la formation professionnelle concernent les diplômes suivants. Le certificat d'aptitude professionnelle, qu'on appelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Pour cette session 2021, nous avons enregistré 22 503 candidats. Sur les 22 503 candidats, nous avons enregistré 13 951 admis, ce qui fait un pourcentage de 62,30%. Ce sont plus de 22 000 candidats qui ont pris part aux examens de l'enseignement technique cette année. Au CBCG de Cocody, ils sont 510 candidats enregistrés avec un taux de réussite de 40%.
Voilà, reportage signé Evelyne Yeboué-Konaté Moussa. Depuis plus de 3 ans, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris une réforme du système éducatif. Le gouvernement a procédé au recrutement d'enseignement du primaire avec le diplôme du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC 2019, rendu public en 2020, a révélé les défaillances de l'école ivoirienne au niveau de la langue française et des mathématiques et a indiqué de même que les connaissances didactiques des enseignants sont beaucoup moins solides. Alors, question, sur quelle base les enseignants du primaire sont-ils recrutés? Comment se fait ce recrutement? Pourquoi recruter avec le niveau BEPC? Quel enseignement est dispensé aux élèves maîtres dans les CAFOP? L'enseignement lui-même est-il de qualité? Autant d'interrogations que notre reporter Sephora Zegui s'est posé. Grand Bassam, centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Ici sont formés plus de 400 élèves maîtres. Ce matin, la directrice du centre procède à une visite inopinée. Ça va, tout va bien. Depuis 3 années, la formation des enseignants du primaire est passée au système APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences. Ce changement est survenu pour renforcer la qualité de la formation au niveau des CAFOP selon la tutelle. L'APC a-t-elle véritablement un impact sur la qualité de l'enseignement? La formation modulaire amène l'enseignant à recevoir des informations, des enseignements dans le domaine de la profession qu'il a choisi. Nous nous sommes rendus dans 3 centres d'animation et de formation pédagogique sur les 16 que compte la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Aboissou et Dabou. Dans cette classe à Aboissou, le professeur lie la théorie à la pratique. Aujourd'hui, c'est Edouard Oka qui dispense le cours à ses camarades. Ok, très bien. On travaille en groupe, vous avez 5 minutes. C'est passionnant, et c'est un sacerdoce. Cette méthode exigée par l'APC permet à l'élève maître de se familiariser avec le métier d'enseignant. Le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC 2019, publié par la Confémen en décembre 2020, indique que les seuils de maîtrise des compétences des enseignants se situent à des niveaux relativement satisfaisants, avec des taux de 84% en langue et 65% en mathématiques. Mais en revanche, les connaissances didactiques des enseignants sont beaucoup moins solides. Nous nous sommes donc interrogés sur la qualité de la formation dans les CAFOP. C'est en 2012 que le CAFOP a été audité pour insuffisance dans la formation. Depuis 5 ans aujourd'hui, la réforme est en marche. Les auditeurs nous ont conseillé de passer à une réforme pour pouvoir améliorer l'enseignement au CAFOP. Et donc, depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, la réforme a été généralisée dans les 16 CAFOP de la Côte d'Ivoire. Donc, en CAFOP, nous enseignons désormais avec des modules que nous exécutons en CAFOP, dont 9 en première année et 5 en deuxième année. Ces modules qui s'exécutent se font aussi en même temps avec la pratique sur le terrain. Une réforme qui nécessite des manuels didactiques adaptés selon les professeurs. Depuis combien de temps nous attendons à ce qu'il y ait de nouveaux livres? Mais jusque-là, on attend, mais les livres ne sont pas encore confectionnés, donc c'est un problème pour nous. Dans les bibliothèques visitées, les manuels existent bel et bien, mais sont d'une autre époque. Il y a beaucoup de manuels, mais c'est des manuels qui sont caducs. Mais les enseignants, comme ils ont du génie, ils réussissent à adapter ces contenus-là. C'est à la direction de la pédagogie et de la formation continue que nous nous rendons pour comprendre. On a modularisé l'enseignement actuellement au CAFOP. Autrement dit, on a passé des cours ex cathedra à des modules. Parce que nous sommes dans une école de formation professionnelle, il y a 14 modules. Et ces CAFOP ont été faits à partir d'un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est le document qui dit les compétences que l'élève maître doit avoir quand il est devant les élèves pour mieux accomplir son devoir. Et du référentiel, donc, on déduit les modules. Et on est passé de 2 à 3 ans parce qu'on veut donner beaucoup plus de temps à ce que les élèves n'aient pas seulement des savoirs théoriques, mais des savoirs pratiques. Et donc, le manuel ne s'impose pas dans une école de formation. On peut en faire, mais normalement, c'est les élèves qui ont besoin de manuel, pas leur maître. Les méthodes ne sont pas consignées, ne sont pas collées au manuel. Lorsqu'un enseignant est bon,
Vous lui donnez n'importe quel manuel, de n'importe quelle méthodologie, ce qu'ils cherchent, il va adapter. Ce qu'on leur demande, c'est de l'autonomie pour pouvoir adapter ce qu'ils veulent faire. Le secteur de l'éducation est en plein chantier pour améliorer sa qualité. Le directeur de la pédagogie et de la formation continue demande donc de la patience aux Ivoiriens. La qualité, effectivement, est liée à la qualité des apprentissages et à la qualité même des documents. Nous sommes conscients de ça. Nous y travaillons. C'est pour ça que cette année, l'État travaille à produire les livres du CE. Les derniers qui sont là-bas remontent à 2008. Pour que la formation dans les CAFOP soit au sommet, tous sont unanimes. Il faut revoir les conditions d'accès dans ces centres de formation pour enseignants. Nous souhaitons qu'on recrute les élèves qui ont le bac. Oui. Peut-être que ça nous permettra d'encore filtrer les brebis galeuses, certaines brebis galeuses que nous voyons dans notre corps. La tutelle est aujourd'hui disposée à relever le niveau de l'enseignement dans ces établissements et cela passe nécessairement par de grandes décisions. On est à mi-parcours d'un projet important qui a fabriqué un manuel de mathématiques et un manuel de français. Et justement, on est allé en Inde trouver une méthode qui s'appelle « Teaching at the right level », enseigner l'enfant au niveau où est l'enfant. C'est tout ça qui est en train de bouillonner dans la marmite. C'est vrai que j'aurais demandé aux Ivoiriens qu'on ait un peu de patience. C'est vrai que le résultat est mauvais, il ne faut pas le dire autrement. Il faut que nous pigeons nous-mêmes des ressources, une ingénierie propre à nous pour avancer. C'est ce qu'on est en train de faire. On contextualise ce qu'ils nous disent. Patrice Siloué rassure les élèves, parents d'élèves et toute la communauté éducative que des efforts seront consentis pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Madame Mariatou dit toujours qu'elle veut une école de la réussite pour tous. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Depuis 50 ans au moins, les 16 centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP s'emploient à la formation des élèves maîtres. À ce jour, plus d'1 millier d'enseignants sont sortis de ces centres pour se consacrer à la formation des élèves du primaire. La plupart de ces écoles n'ont pas été réhabilitées. Les CAFOP d'Aboisseau, Grand Bassam et Dabou devraient initialement accueillir un peu plus de 170 élèves maîtres. Aujourd'hui, ils accueillent respectivement 410, 473 et 600 pensionnaires. En plus du problème de la formation, la tutelle devrait se pencher également sur le problème de surpopulation. Voilà, CAFOP, quel système de formation pour une école de qualité? Un sujet signé Sephora Zegui. Il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est toujours présente dans notre pays. À suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 9 juillet 2021 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 2641 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 39 guéris et 1 décès. À la date du 9 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 776 cas confirmés, dont 48 085 personnes guéries, 318 décès et 373 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 730 536. Le 8 juillet, 15 694 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 850 857 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je vous retrouve demain à 10h et à 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.